Salut, c'est Jean Z, bienvenue dans le nouvel épisode du Casque et l'Enclume. Aujourd'hui, dans le Casque et l'Enclume, place au deuil impossible, avec la sortie récente de The Last of Us 2, dernière production du studio californien Naughty Dog, à jouer exclusivement sur la console PlayStation 4. The Last of Us, premier du nom, mettait en scène en 2013 le duo Ellie et Joel, une ado rebelle et un homme brisé par la perte de sa fille, deux écorchés évoluant dans une Amérique apocalyptique, une civilisation perdue, en raison d'un champignon, le cordyceps, infectant les humains et prenant leur contrôle. L'humanité se divise alors en deux catégories, les infectés, zombifiés, et les survivants, antisociaux. Un monde où la compassion et la solidarité ont laissé place au tribal et aux hordes qui rançonnent ou dépouillent, quand elles ne dévorent pas en cannibales. Au fil de l'aventure et de la survie, la relation entre Joel et Ellie se transforme en lien familial, un père et une fille de substitution. Mais un peu père et fille quand même. Quand s'ouvre The Last of Us 2, le maître mot est encore le deuil. Le monde est toujours aussi chaotique, incertain, mais la trame quitte le fil de la survie et du road trip pour celui de la haine, de la vengeance jusqu'au boutiste, radical. Perdre un proche, un père, une mère, un enfant, est-ce un deuil impossible, semble nous demander le jeu. C'est la question que j'ai posée à Vanessa Lalo, psychologue spécialisée dans les jeux vidéo et le numérique, et Michael Stora, psychanalyste. Alors attention, ce podcast peut divulgacher quelques moments importants du jeu. Vanessa Lalo, accepte-t-on un jour vraiment la mort d'un très proche ? On peut accepter la mort d'un très proche, on est obligé à un moment d'accepter la mort d'un très proche. Après combien de temps ça va prendre ? Certains vont faire ce qu'on appelle un syndrome de glissement, c'est-à-dire se laisser au fur et à mesure dépérir, parce que la mort de l'autre est insupportable. Et on le voit chez des couples très âgés, qui sont un peu comme des colombes. L'un décède, l'autre suit quelques jours après, parce que finalement, continuer à vivre sans l'autre est trop douloureux et inenvisageable. Donc on peut à certains moments, dans certaines situations, ne jamais accepter le décès d'un être très proche. Et puis dans d'autres cas, ça peut générer une force de combat qui était insoupçonnée. Et certains vont monter des ONG, des actions, leur faire bouger les choses. Donc on peut accepter bien sûr la mort, et on est obligé d'accepter la mort. C'est bien, on est humain. Hein. Joël, lève-toi. Joël, lève-toi, putain. Pitié, fais pas ça. Pitié, non, fais pas ça. Joël, allez, lève-toi. Non, non. Va au diable. Je te fais pitié. Je vais vous piter. Après la mort d'un très proche, vient le déni, la culpabilité, la dépression, la colère. C'est ce qu'on appelle les phases du deuil. Peut-on rester, comme les héroïnes du jeu vidéo The Last of Us 2, bloqué à cette phase de la colère, cette bulle d'anéantissement qui dévore tout, Ellie qui cherche à venger la mort violente de Joel, et Abby qui veut venger celle de son père disparu de manière tragique. Michael Stora, peut-on rester éternellement bloqué à ce stade de la vengeance et de la colère ? Dans le type de deuil qui est évoqué dans ce jeu, il y a une dimension évidemment traumatisante, ce qui n'aide pas pour faire un deuil, et au fond, il y a ce qu'on appelle des deuils pathologiques, qui, entre autres, peuvent reposer sur le fait que le survivant est dans une situation d'impuissance. C'est-à-dire qu'il n'a pas pu agir pour sauver, entre autres, son père, où finalement, il est confronté à un sentiment d'abandon très puissant, mais aussi parce que, et là, il y a des choses qui m'échappent, n'ayant pas joué à cet opus 2, ni d'ailleurs au 1, c'est que quelle relation elle entretenait avec son père.
C'est-à-dire qu'on se rend compte que le deuil devient pathologique, pas simplement par la mort réelle de la personne, mais au type de lien qu'on pouvait entretenir avec cette personne. Et c'est là où va se situer. C'est-à-dire que souvent, on remarque que les patients qui viennent avec des deuils pathologiques n'ont pas ou ne veulent pas voir une forme d'ambivalence qu'il pouvait y avoir vis-à-vis de l'être aimé. Et c'est ça qu'il faut en général soigner. Mais c'est vrai que dans les différentes phases par lesquelles on passe dans un deuil, juste après la mort du proche, il y a ce qu'on appelle une désorganisation psychique, où des gens peuvent avoir des passages à l'acte très étonnants et très étranges. La colère en fait partie, mais on va dire qu'en général, elle est au début, mais elle va petit à petit disparaître. Vanessa Lalo, la vengeance est une des impasses du deuil? La vengeance peut être effectivement une issue pathologique, avoir besoin de chercher des réponses en fait quelque part, quitte à s'autodétruire, parce que la vengeance finalement c'est quand même une autodestruction. Est-ce que c'est venger l'autre ou est-ce que quelque part c'est se détruire soi qui reste encore vivant? Ça peut être un peu la vengeance du survivant. Tout dépend dans quelle situation on a perdu un proche, mais on peut effectivement entre la colère et la vengeance se retrouver dans des situations très compliquées où on est dans une non-acceptation finalement de la perte d'un proche. Michael Estora, quelle est la place des absents, des morts dans la vie des vivants? Ces morts semblent hanter tous les protagonistes de la saga The Last of Us. Alors c'est très compliqué parce qu'au fond, l'être humain est confronté presque toute sa vie à sa capacité à faire des deuils. Pour beaucoup, le premier des deuils, c'est la naissance. C'est même le deuil ultime, c'est-à-dire quitter cet univers thalassique, fusionnel, et après coup, la rentrée en maternelle, et puis en primaire, apprendre à lire, c'est faire le deuil quelque part d'une situation de la toute petite enfance. Et finalement, l'être humain va être, lorsqu'il va être confronté à l'âge adulte dans des deuils, il va quelque part être révélé dans tous les deuils précédents. Donc, c'est-à-dire que nous ne sommes pas tous égaux face à la capacité à faire des deuils, parce qu'il y a dans ces premiers temps de deuil des traumatismes, des problématiques qui peuvent être celui d'un parent qui est en souffrance, où cela va être beaucoup plus compliqué parce que souvent l'enfant va porter des culpabilités. Je dirais que le pire ennemi du deuil, quelque part, c'est sa culpabilité. Donc c'est comment il va pouvoir finalement s'affranchir de cette culpabilité et accepter. D'où le fait que l'adolescent est lui-même en soi dans cette sorte de période véritablement d'une sorte de retour de tout ce qui a pu se passer avant et dans sa capacité à faire le deuil de l'enfant qu'il a été pour advenir l'adulte. L'adolescence est une période de deuil, véritablement normalement pathologique, normopathique on pourrait se dire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... Mais c'est vrai que c'est une période pas évidente et c'est véritablement, on évoque souvent que dans l'adolescent, il y a quelque part le bébé qui est toujours là et qui tente d'advenir. 20 seconds and counting. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Vanessa Lalo, ne restons pas souvent bloqués au stade de la tristesse en réalité? Alors, dans les phases du deuil, on peut rester pendant très longtemps dans le déni, puis en colère. Ça dépend de la manière dont on va accepter son deuil en fait. Toutes ces étapes peuvent prendre beaucoup de temps et certaines étapes peuvent être totalement bloquantes et c'est bien ce qu'on va appeler un deuil pathologique. C'est quand on va rester bloqué sur une des étapes qui ont été identifiées comme les étapes du deuil, donc soit le déni, la colère, de la tristesse, qui peuvent mener à des mélancolies, à des dépressions ou à une sorte de colère
qui va faire qu'on va se retrouver en grande difficulté et détresse en fait au quotidien, à rechercher éventuellement l'être cher un peu partout, ou voire même avoir des hallucinations de l'être cher. Donc il y a pas mal de formes de deuil pathologique différents, et quand on n'accepte pas la perte d'un proche, on peut glisser vers un deuil pathologique. Oui, alors c'est vrai qu'il y a une sorte de naïveté d'imaginer que faire le deuil, c'est oublier, ce qui est faux. Faire le deuil, c'est vivre avec. Donc ça veut dire qu'évidemment, on garde en nous cette tristesse, et mon travail à travers les pathologies que je rencontre du deuil me montre que quelque part, la personne peut paradoxalement avoir une forme de jouissance mélancolique aussi dans le deuil. C'est tout le paradoxe, c'est que l'être humain peut aussi s'enfermer dans une sorte de complaisance étrange, dans une sorte de mélancolie. Je dirais que la mélancolie étant peut-être la part folle du deuil, où justement la personne entretient éternellement cette tristesse, un souvenir, n'arrivant pas, quoi qu'il arrive, à envisager l'avenir. Et c'est peut-être là où se situerait véritablement cette problématique, entre autres, du deuil qui flirte peut-être avec la folie. Le jeu vidéo peut-il avoir un effet cathartique ? On est quelques-uns, d'autres, certains pensent que non, par rapport à la définition stricto sensus de la catharsis. Moi, je pense qu'évidemment, le jeu vidéo a un pouvoir cathartique très puissant, d'autant plus parce que l'identification à l'avatar, elle est première. Je suis l'avatar. L'avatar est une coquille vide, d'après moi, dans laquelle on se glisse. Et donc, à partir de ce moment-là, il est évident que les émotions que je vais vivre avec mon avatar, mais selon les histoires différentes, je le précise, parce que nous n'avons pas tous la même histoire, va, et pourquoi pas, nous confronter, évidemment, à quelque chose de nous-mêmes, à notre propre ambivalence. Et peut-être c'est là où va se situer un jeu plutôt génial, on va dire, un très grand jeu. C'est cette capacité peut-être à jouer sur les différents registres de notre justement de notre capacité à pouvoir supporter ce que l'avatar va nous faire vivre et les choix que l'on doit faire, etc. Ne fais pas ça, chérie. Ne fais pas ça. Allez. Non. 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 Pitié. Mon Dieu. Pitié. Pitié, pas ça. Pitié. Vanessa Lalo, comment comprendre l'expression proustienne « les intermittences du cœur », c'est-à-dire quand le temps du deuil n'intervient pas systématiquement juste après l'annonce du décès. On ne réalise cette mort que bien plus tard, une semaine, un mois, voire un an après. On est souvent pris en défaut par rapport à la mort et sa manière de gérer le deuil. On a l'impression d'avoir fait le tour du deuil et tout le monde a écrit sur la mort depuis la nuit des temps. Et en fait, quand ça nous arrive, on est toujours pris au dépourvu parce qu'on ne sait jamais comment on va gérer les choses, quel ressenti on va avoir, quelle émotion. Et même il y a certaines personnes, des fois, qu'on peut détester et on pense que leur mort ne nous fera rien. En fait, elle nous touche d'autant plus qu'on est en plus pris dans de la culpabilité ou des choses qu'on aurait aimé dire à ces personnes disparues et qu'on n'a pas eu le temps de dire, de la colère, parce qu'on n'a pas le droit d'en vouloir aux morts. Donc c'est difficile de pouvoir faire jaillir de la colère après coup quand on n'a pas pu s'exprimer. Et il y a plein de situations où en fait la tristesse peut nous abattre immédiatement après un décès parce que on est pris par quelque chose qui nous dépasse dans nos émotions, vraiment auxquelles on ne pensait pas être confronté. Comme ça peut ne jamais arriver et nous laisser dans un deuil pathologique, ou comme ça peut nous arriver comme ça assez brutalement des années plus tard. Je suis pas elle, tu sais. Quoi? Maria m'a dit pour Sarah. Ellie. Là, tu t'aventures sur un terrain miné. Je suis désolée pour ta fille, Joël. Mais moi aussi, j'ai perdu des proches. Tu ne sais absolument pas de quoi tu parles. Les seules personnes que j'ai jamais aimées sont toutes mortes ou m'ont abandonnée. Toutes sauf toi, merde. Alors me dis pas que je serai plus en sécurité avec un autre, parce que la vérité, c'est que j'aurai encore plus peur. Tu as raison. Tu n'es pas ma fille. Et je ne suis sûrement pas ton père.
Récemment, le congé à la suite d'un décès d'un enfant a été allongé par le précédent gouvernement qui avait d'abord refusé ce geste, provoquant un tollé, une polémique qui est bien au-delà de l'Assemblée nationale. Peut-on vraiment faire le deuil d'un enfant, à l'image de Joel, le héros de The Last of Us ? On va dire que c'est un deuil entre guillemets impossible, dû à la question, je dirais, du temps qui passe et de la normalité de ce qu'on imagine finalement sur la question des générations qui se suivent les unes aux autres. Donc c'est vrai que certains services hospitaliers en pédiatrie, néonate et autres ont beaucoup de psychologues, entre autres, parce que justement, c'est très compliqué de faire le deuil. Et dans mon travail, il m'est arrivé de recevoir des patients qui sont nés juste après le décès finalement d'un enfant, et pour se rendre compte qu'ils sont en grande souffrance. C'est pas le cas de tous, mais parce que c'est ce qu'on appelle l'enfant de remplacement. Il n'a pas toujours sa place, voire même il peut porter le nom du frère ou de la sœur qui est décédé juste avant. Et on voit à quel point cette sorte de secret, parce que certains parents ne vont même pas forcément le dire, c'est quand même nous montre à quel point il y a quelque chose d'inacceptable. C'est contre-naturel. Donc là, il y a quelque chose qui nous dépasse encore plus, parce que bon, autant les aînés, on va dire, dans ce cycle naturel des choses, les aînés partent avant les plus jeunes. Effectivement, voir son enfant mourir, c'est pas quelque chose du tout de naturel. Mais est-ce que ça va forcément plus être difficile que la mort brutale d'un conjoint ou la mort brutale d'un parent ou d'un frère ou d'une sœur? C'est pas forcément dit non plus. Peut-être que le gouvernement aurait intérêt à allonger le deuil dans plein d'autres circonstances que les enfants, mais c'est sûr que là, avoir allongé le congé pour deuil d'un enfant, ça paraissait quand même juste naturel, et le fait que ça ait fait polémique, ça m'a particulièrement choquée. Tu sens cette brise ? Eh ben, tu vois, par un jour comme ça, je me serais assis sous mon Porsche et j'aurais joué de la guitare. Quand on aura fini avec tout ça, je t'apprendrai à jouer de la guitare. Ouais, je pense que ça te plairait beaucoup. On dit souvent qu'il faut vivre sans avoir de regrets, mais comment bannir les regrets ? Est-ce que c'est pas mission impossible ? C'est ce qui semble hanter également les héroïnes de The Last of Us 2, le regret de n'avoir pas pu dire aux proches qu'on les aimait, par exemple. Mon travail de psychanalyste ne posera jamais de jugement sur un être humain, sur le fait qu'il ait regretté de ne pas avoir pu dire telle ou telle chose, ou surtout, souvent, c'est une attente du survivant, de l'enfant, que son père ou sa mère n'ait jamais pu lui dire telle ou telle chose. Et c'est évident que on peut légitimement penser que le regret peut être légitime par rapport, entre autres, à ce qu'on appelle ces fameux secrets de famille. Quand la personne part, elle l'emporte quelque part dans sa tombe. Mais au-delà, je dirais que le regret peut être aussi, malheureusement, un des symptômes proche de la mélancolie, c'est-à-dire l'éternel regret qui ferait que, quoi qu'il arrive, le survivant aurait lui-même une âme damnée et serait tel un zombie à errer et à attendre que le survivant puisse revenir et lui dire des choses. Donc c'est vrai qu'on est un peu dans cette idée que l'éternel regret peut être aussi, malheureusement, un signe d'une incapacité à faire le deuil. Michael Stora, accepte-t-on vraiment un jour la mort d'un proche ? On va dire qu'on se rend compte à quel point certaines personnes ont fait des deuils symboliques avant même que l'autre ne décède. Et ceux-là, évidemment, sont mieux préparés à la mort. On peut se dire que, de manière un peu banale, si soi-même on a construit sa propre famille et qu'on s'épanouit dans sa famille, il y a déjà l'idée que nos propres parents deviennent des grands-parents.
Et que donc, avec le temps qui passe et le vieillissement, ça reste toujours une douleur, mais qu'on s'est préparé au fait qu'ils allaient à un moment ou un autre mourir. Et je pense que ces personnalités-là vont justement pouvoir, entre guillemets, vivre ou travailler le deuil, comme on dit, avec plus de sérénité. Mais en effet, c'est vrai qu'on voit bien à quel point, s'il y a justement ces problématiques d'ambivalence qui n'ont jamais véritablement pu être traitées par l'enfant, le deuil ne va faire que remontrer quelque part, ne va faire que remonter à la surface cette problématique-là, d'un lien ambivalent, d'une éternelle amertume, d'une problématique d'un enfant qui aurait porté finalement son propre parent dans sa propre souffrance. Donc c'est toujours on n'est jamais égaux par rapport à cette question-là, mais c'est vrai que des personnes qui justement ont accepté, ont quelque part peut-être à l'adolescence entre autres, pu vivre cette séparation-individuation dans sa capacité à devenir adulte, il aura beaucoup plus de facilité à vivre ce deuil. Jure-moi qu'absolument tout ce que tu m'as dit à propos des Lucioles est vrai. Je te le jure. Ok. Merci d'avoir suivi The Last of Us 2, l'impossible deuil, un numéro hors série du Casque et l'Enclume, des podcasts au long cours que vous retrouverez désormais exclusivement sur le podcast C'est pas du jeu. Le Casque et l'Enclume redevenant une émission d'actualité et de débat autour des sorties. The Last of Us 2, l'impossible deuil, une production Marcel Atelier, avec la participation de Vanessa Lalo, psychologue spécialisée dans les jeux vidéo et le numérique, et Michael Stora, psychanalyste. Si vous appréciez le Casque et l'Enclume, n'hésitez pas à le faire savoir sur Twitter, Facebook, Apple Podcast ou Google Play. Vous pouvez aussi nous aider via Tipeee et Patreon.